Et tous, donc Cédric Zabot, je suis le directeur de l'association Les Maires Ruraux de France. C'est une association d'élus, vous connaissez sans doute d'autres associations. Ici, vous avez l'association des maires d'Île-de-France, la MIF, et puis donc l'AMF, la maison, je ne sais pas la maison mère, parce qu'on n'est pas dépendant de l'AMF, mais en tout cas qui est celle qui fédère toutes les communes. Nous, on est un réseau de 88 associations départementales, et en Île-de-France, donc sur les 8 départements, on a des associations donc en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans l'Essonne, et on est en train d'en créer une dans le Val d'Oise. On ne pourra jamais en créer dans les Hauts-de-Seine, parce qu'il n'y a pas de communes rurales, ils n'ont pas de chance. Il y a 1300 communes en Île-de-France, et la moitié sont rurales. Je faisais un petit quiz rapide avec nos invitantes, et donc la ruralité, qui dans la salle pense qu'une majeure partie du territoire francilien est urbain? Il y en a un, c'est bien. Donc vous avez raison, il est majoritairement, très majoritairement rural dans sa superficie. C'est 60% du territoire francilien qui est rural. C'est beaucoup moins en termes de population, parce que c'est 5%. Et la moyenne nationale, on a nous un chiffre, enfin deux chiffres clés qu'on fait cohabiter, c'est 88-33. 88% du territoire métropolitain est rural et 33% de la population, donc un tiers. Donc l'Île-de-France est très atypique, et on le sait pourquoi, par rapport à d'autres régions de métropole, notamment en étant malgré tout majoritairement rurale dans sa morphologie, mais très largement urbaine dans sa population. C'est aussi une population rurale en Île-de-France qui a quelques caractéristiques un peu singulières, comme on peut retrouver autour des grandes métropoles dynamiques comme Montpellier ou Bordeaux, avec en proportion moins de population âgée, donc moins de retraités, donc plus d'actifs. Donc je ne vous surprends pas forcément en disant ça, mais ça fait partie peut-être aussi des sujets qui sont pas sans lien avec votre questionnement. J'allais comme ça de manière un petit peu spontanée, je me disais, tiens, le réemploi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que nous, on n'est pas du tout, on est une association généraliste, donc on parle de plein de sujets, les services publics qu'on rend, nous, collectivités rurales, seules ou à plusieurs, avec les outils intercommunaux, avec les différents types de configurations qu'on peut avoir, les syndicats, par exemple, de gestion d'ordures ménagères pour la question du traitement des déchets et de leur réemploi, par exemple. Et on travaille beaucoup sur la question des élus pour essayer de les accompagner dans leur mandat. La commune, c'est le seul niveau de collectivité, des trois niveaux de collectivité, commune, département, région, qui bénéficie de la clause générale de compétences, donc qui est censé potentiellement pouvoir tout faire. Et donc à partir de là, le réemploi pour moi c'était aussi une manière de vous dire, parce qu'on est dans un contexte très particulier aujourd'hui politique, je ne parle pas du reste, mais le nôtre, c'est la prochaine élection connue, c'est l'élection municipale. Il fallait faire un lapsus. En fait, comme j'écoute la télé et la radio de temps en temps, en fait, on ne parle que des élections présidentielles, alors qu'en fait, la principale élection qui arrive, et la seule qui est connue, indépendamment des aléas potentiels, ça reste les élections municipales, donc 34 900 élections municipales qui vont arriver en mars 2026, et avec un taux de réemploi des élus très fort, parce qu'un maire sur deux a prévu de continuer au moins, et si les électeurs ne sont pas trop facétieux, il sera de nouveau en place. Pour autant, il y a une petite révolution, et je vois que le public est plutôt, en moyenne par rapport à celui que j'ai l'habitude de voir, plus jeune et plus féminin. On a obtenu une avancée qui pour moi est majeure et qui doit vous faire aussi réfléchir dans le sujet qui est le vôtre. On a en France 550 000 élus, je dis bien 550 000 élus, et donc la sphère communale est aujourd'hui marquée très fortement par la ruralité, donc 480 000 élus ruraux. Sur les 550 000, il y a 480 000 ruraux. Et aujourd'hui, on a 37% de femmes élues dans les conseils municipaux. Et on a obtenu, de haute lutte, qu'on obtienne un mode de scrutin qui a été adopté très tardivement, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines maintenant, alors que le texte de loi avait été voté à l'Assemblée en 2019, la première fois, qui généralise le scrutin de liste et incidemment donc introduit la notion de parité. Alors j'insiste moins sur la question de la parité par rapport à votre sujet, quoique. J'insiste plus sur la question du scrutin de liste, parce que pour nous, ce combat historique, d'ailleurs,
non pas contre les autres, mais en tout cas bien seul par rapport aux autres, à demander ce mode de scrutin, ce qui va faire changer le mode de scrutin de 27 000 communes. Alors, vous, en gros, les 600 communes rurales d'Île-de-France vont passer à ce scrutin de liste, et ça a une incidence pour nous, c'est qu'on va pouvoir définir sur les listes candidates, là où les listes candidates, associer cette liste-là à une logique de projet. Aujourd'hui, on était dans, en gros, c'est, je sais pas, le rendez-vous des amis, mais en tout cas, c'est des mécaniques plutôt relationnelles. Alors, il y a du bon côté, parce qu'on va chercher les énergies du village, indépendamment des paramétrages politiciens, etc. Donc ça, c'est une richesse qu'on va continuer à garder. Mais finalement, les candidats, enfin, la liste candidate élue, donc sera majoritaire s'il y a plusieurs listes, devra, par clarté vis-à-vis des électeurs du village, avoir un projet. Et donc cette question-là, elle est essentielle, parce qu'avant de se présenter, il faudra écrire le projet. Et je pense que sur ces sujets-là, sur les sujets classiques de transition et de plein d'autres sujets, ça peut être intéressant pour vous, pour vos filières, pour vos réseaux, de suggérer à l'ensemble des communes d'Île-de-France que cette question-là soit, si ce n'est au programme, en tout cas dans la carte mentale des candidats, pour qu'ils se disent on a des sujets à faire. Mon message, puisque si on est emploi, réemploi, invitation, réinvitation, moi je vous invite à vous pencher plus fortement sur le monde rural par rapport à son potentiel. Je l'évoquais, on a en termes de RH beaucoup d'élus, donc un maillage très fort, c'est une chance, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le conçoit, et à partir de là c'est des interlocuteurs. J'imagine que les cas que vous allez présenter vont évoquer la manière dont les élus s'impliquent, beaucoup, peu ou pas assez, mais en tout cas on a ce potentiel-là. Et puis de manière complémentaire, on sait que sur des régions comme la vôtre, il y a peut-être moins de vacances qu'en moyenne, mais le monde rural, c'est 600 000 logements vacants. Et par ailleurs, c'est énormément de logements qui sont très anciens. Et donc, sur les enjeux de rénovation ou de restitution par rapport à la question de l'habitat, on voit bien que le potentiel, il est énorme. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'on intéresse assez peu les opérateurs. Je peux parler, je ne sais pas s'ils sont là, mais tant mieux s'ils le sont, je peux parler de l'ANA, je peux parler d'Action Logement, je peux parler de la BPI dans un autre registre. Ils ne s'intéressent pas aux territoires ruraux. C'est dramatique, c'est leur problème, mais c'est aussi incidemment le nôtre. Et donc à partir de là, nous on le dit aujourd'hui, alors parmi les petits points de repère que je pourrais vous donner, notre combat il est sur, donc je disais, bon, les élus avec leurs droits, leurs devoirs, etc. La collectivité communale, on a des combats sur notamment la question de l'exercice des compétences, des moyens associés, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais bon, vous connaissez un peu le contexte, les services publics, et le troisième pan de notre action, il est sur un plaidoyer sur une question d'aménagement équilibré du territoire. Et donc on constate, nous, que depuis une cinquantaine d'années, l'Île-de-France en est vraiment la caractéristique forte, on a beaucoup misé, je ne dis pas tout, mais on a beaucoup misé sur le développement des métropoles, et ça se voit et ça marche, et c'est l'avantage de pouvoir dire qu'une politique d'aménagement du territoire volontairement déterminée à aider davantage les métropoles fonctionne, mais avec des effets de bord. Les effets de bord, ils sont classiquement, qu'on a pu nous mesurer, il est sur la congestion automobile, la pollution, la question du coût du logement, qui externalise une bonne partie des populations et qui, l'Île-de-France en est un exemple parmi d'autres, mais qui voit se délocaliser des populations. Aujourd'hui, je crois que la distance parcourue par le travailleur pendulaire a doublé en 10 ans. Hein. Donc il habitait peut-être en première couronne, maintenant il habite en deuxième, en troisième couronne. Et on voit bien sur la sociologie électorale que la question de la périphérie, non pas de la ruralité, mais de la périphérie, pose des questions sur la manière d'habiter, sur leur relation, de la perception, de la considération, etc. Donc nous, on ne peut que vous encourager dans vos fonctions, émissions et structures respectives de vous intéresser davantage, parce que vous allez trouver des opérateurs localement qui sont mobilisés par la question de refaire village sur lui-même. Hein, on parle beaucoup, nous, j'ai pas fait d'urbanisme, j'entends toujours, moi qui suis lyonnais, refaire la ville sur elle-même. Moi j'ai quelques années quand même, et il y a des quartiers de Lyon qui ont été refaits 3 fois. Mais si on été refait 3 fois, parce qu'il y a des acteurs économiques plus les acteurs publics qui disent on peut mettre beaucoup d'argent et beaucoup d'intelligence, etc.
considérer qu'aujourd'hui, c'est 88% du territoire, ici 60%, c'est des territoires de potentiel. C'est pour ça que j'ai titré la conférence là-dessus, avec ce titre. Ça me fait penser à ce que j'écoutais il y a 30 ans, libérer l'énergie des entreprises, enlever les freins, etc. Je pense qu'on peut très largement transposer ça à la question des acteurs publics, et en l'occurrence pour ce qui me concerne les communes, pour dire aujourd'hui on a un fort potentiel, et allié à la fois à la réalité du bâti dans sa diversité. On connaît les sujets sur le ZAN, on connaît les sujets sur la rénovation. Et puis de l'autre côté, vous avez des acteurs publics qui sont là, qui sont mandatés pour s'occuper et des habitants et du territoire. On invite, nous, nos élus, à se présenter avec une double caractéristique, le nombre d'habitants et la superficie. Parce qu'on gère des espaces naturels, les forêts, du bois, des routes, etc. Et bien plus qu'ici dans des zones hyper urbanisées. Et donc cette question-là, il faut aussi qu'on s'interroge dans la notion d'économie circulaire, si j'élargis un peu le propos, aux enjeux, par exemple, de ce que nous on appelle les aménités rurales, c'est-à-dire on rend des services au bénéfice de la collectivité dans son ensemble. Ce qui fait que, par exemple, mon président, qui est maire rural, donc facétieux, je ne sais pas si c'est le bon sens, mais en tout cas, il est facétieux, et quand il est reçu par le Premier ministre de l'époque, et on a l'occasion d'y aller souvent, parce que ça change souvent, il le prend par le bras et il regarde par la fenêtre et il dit « t'as toujours pas mis d'éolienne ». Et donc c'est chez nous qu'on produit l'énergie renouvelable, même d'ailleurs celle qui ne l'est pas, mais en tout cas aujourd'hui dans ces sujets-là. Donc c'est comment est-ce que nos territoires sont à la fois dépositaires de ces solutions qui sont utiles à tout le monde, aux Parisiens comme aux Lyonnais et aux ruraux eux-mêmes, et qui pourtant sont exclusivement matérialisés, vécus dans les territoires ruraux. Et à partir de là, c'est aussi un nouveau modèle économique qui doit se définir avec notamment derrière le potentiel de pouvoir, par exemple, refaire le village sur lui-même. Vous avez cité l'ADEME dans vos partenaires. On travaille, nous, évidemment beaucoup avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc les deux agences, si vous avez suivi l'actualité, sont un petit peu en stand-by, mais bon, on est optimiste et on est d'ardents défenseurs de ces structures-là, non pas en tant que telles, parce que on n'a pas nous qui sommes les organisateurs de la mécanique de l'État, mais ils produisent des services adressés aux collectivités locales qui nous sont utiles, même si elles ne sont pas assez calibrées à nos yeux, ce qui est normal, mais au moins elles existent. Et j'en cite un de dispositif, c'est la question du village d'avenir, qui est un programme très, très récent, qui est en gros dans le storytelling de l'État, en disant bon, on a supprimé beaucoup de fonctionnaires dans les territoires. Beaucoup sont jeunes, n'ont pas connu l'ACTESAT, mais qui étaient en gros l'interlocuteur du maire s'il veut refaire son espace public, ses rues, ses bâtiments communaux. Et il doit travailler avec des acteurs de la DDT, etc. Ces gens-là ont disparu, voilà, ils ont été supprimés. Et donc, c'est l'éternel recommencement, hein, donc ce qu'on a enlevé, il faut le remettre. Donc, il y a eu Action Cœur de Ville, 222 communes, 5 milliards d'euros, donc un très très fort investissement, toujours la prime au développement des métropoles. 2 ans plus tard, PVD, 1600 communes un peu aidées, la moitié de communes rurales, et 94% de communes qui n'avaient pas de dispositif d'accompagnement. Et donc c'est comme ça qu'on a obtenu avec Michel Fournier, notre président, la définition d'un programme Village d'avenir. Et là, qu'est-ce qui se passe? On dit aux gens, si vous avez des projets dans votre village, pas juste refaire le toit de l'église ou la cour de l'école, inscrivez-vous. Et là, il y a eu près de 5000 communes qui ont levé le doigt sur les 32 000 rurales. L'État, lui, a dit, bon, je vais essayer d'en aider 2000, 2500. Aujourd'hui, il a 3000 communes qui l'accompagnent sur une version très très light en termes d'ingénierie. Et donc c'est l'invitation que je vous lance. Cette réponse-là, elle est très largement insuffisante. Et donc on a besoin de beaucoup d'autres opérateurs qui s'intéressent à ces territoires. Là, je vous ai ciblé 5000 communes, mais il faut considérer que toutes les autres ont des projets plus ou moins importants. Et comme il y a la mécanique du renouvellement des conseils municipaux, ça va être aussi autant de mécaniques positives, avec cette idée que ces villages-là, ils sont y compris sans faire de prospective au doigt mouillé. On lit tous et toutes des rapports pour dire qu'il y a de plus en plus de villes qui vont être de plus en plus difficiles à vivre pour de plus en plus de population. Et donc nos villages doivent, et beaucoup de maires ont déjà commencé cette mécanique-là, à travailler la question de l'hospitalité de population urbaine, entre les choix individuels et puis les contraintes qui seront sans doute amenées. Donc on a un très très beau défi devant nous, en Ile-de-France comme ailleurs. Donc merci de votre accueil et de votre invitation. On va passer à l'intervention suivante. Anne Galibert et Julie Missonnier de la région Île-de-France et de l'IPR.
Bonjour à tous. Donc Anne Galibert, effectivement, région Île-de-France. Donc merci de nous accueillir. Donc à la région, je suis dans le même service que Nina Leduc qui interviendra tout à l'heure, dans le même pôle, pardon, mais je suis en charge du service ruralité et bioéconomie. Et ce service ruralité et bioéconomie, eh bien, il soutient globalement les territoires ruraux de la seconde couronne, parmi lesquels, bien sûr, la cible prioritaire, ce sont les petites communes rurales de moins de 2000 habitants et les parcs naturels régionaux. Par la loi, les régions soutiennent les parcs naturels régionaux. Nous avons un représentant aujourd'hui qui va témoigner tout à l'heure d'une action en lien avec le séminaire. Et également, pour faire le lien avec le séminaire, nous soutenons aussi des filières de la bioéconomie non alimentaire. Et bien évidemment, je suis très intéressée par les échanges du jour. Je ne pourrais pas forcément rester toute la matinée. Mais évidemment, l'interface entre les usages des filières bois biosourcés et le réemploi, voilà, il y a des liens qui sont tissés, qui sont très forts. Et je t'en prie. Merci. Donc, moi, je suis Julie Missonnier, donc de l'Institut Paris Région. Rapidement, c'est un centre de ressources et un bureau d'études qui accompagne les collectivités, qui est principalement financé par la région de France. Mais on intervient auprès des collectivités sur tous les sujets liés à l'aménagement et au développement des territoires franciliens. Voilà, et donc moi je vous parlerai justement, on va rentrer un tout petit peu plus dans ce que sont ces territoires ruraux et périurbains franciliens, essayer de vous donner quelques caractéristiques, quelques éléments de cadrage pour savoir dans quoi on plonge, on met le nez entre guillemets dans ces territoires. Alors, donc, avant toute chose, je tiens à préciser que ce séminaire est organisé dans le cadre d'une stratégie régionale pour l'économie circulaire, globalement portée par la région. Nina Leduc est la représentante de cette politique, vous pourra vous en dire plus, mais à notre niveau, on souhaitait juste préciser un peu le cadre d'intervention de la région sur ces territoires ruraux. Je l'ai déjà introduit tout à l'heure. Il faut dire qu'en 2016, l'exécutif a souhaité, on va dire, amplifier l'allocation des ressources aux territoires ruraux, donc seconde couronne, via un pacte dit rural. Voilà, la terminologie de l'époque était assez courante. Et via ce pacte rural, le principe c'était qu'il y avait 1/6 de la population dans les territoires, 1/6 de la population francilienne dans les territoires ruraux, et que les moyens de la région devaient revenir à 1/6 sur ces territoires ruraux. Donc au final, l'ensemble des compétences et des dispositifs de la région, on va dire, sont concernés par cette ambition. Et plus spécifiquement, il y a 2 dispositifs vraiment dédiés, fléchés, sur les communes rurales de moins de 2000 habitants. C'est le contrat rural. C'est un contrat qui est conclu avec les toutes petites communes de moins de 2000 habitants et qui est vraiment mené en partenariat avec les départements de Grande Couronne, avec un cofinancement département-région, et qui vise à soutenir globalement les investissements, les équipements publics et l'aménagement public de ces petites communes. Donc évidemment, parmi les opérations soutenues, nous avons évidemment des opérations de réhabilitation, de construction, d'extension des équipements de la commune, écoles, crèches et autres. Voilà. Donc là, on a un interface et aussi un intérêt fort sur des démarches durables de réemploi, d'usage des biosourcés. Et par ailleurs, on a aussi un petit dispositif, je le signale, qui est le soutien au commerce dit de proximité pour les communes de moins de 2000 habitants, quand il y a des carences sur certains types de services, notamment les commerces de bouche. Voilà. Et par ailleurs, il y a eu une autre délibération plus tard, en 2021, qui a, au-delà de, on va dire, cette volonté d'allocation de moyens, une ambition qui est de flécher dans une logique de desservir des services, quels qu'ils soient, tout type de services, aux populations rurales, dans une logique du tout à 20 minutes. Donc à ce niveau-là, on a notamment mené des études conjointement avec l'IPR qui nous ont amené à positionner un peu une stratégie d'intervention par polarité. On va le revoir tout à l'heure, notamment le SDRIF qui vient d'être adopté est très très fort en ce sens et formalise clairement et encadre clairement l'intervention par polarité et l'aménagement du territoire par polarité. Voilà. Alors, je t'en prie. Merci. Alors, je reviens rapidement sur ce qu'on appelle finalement les territoires ruraux périurbains franciliens. Ça reste toujours une difficulté. Donc, M. Zabot, il parlait de 5% de la population francilienne qui est rurale. Là, je vous montre 2 manières d'approcher en fait la ruralité, en tout cas de circonscrire ces territoires. En fait, on va voir qu'il n'y a pas une seule définition qui fait vraiment consensus. Donc voilà, ça reste toujours, quand on s'intéresse à ces territoires, il faut voir en fait par
porte on entre pour voir quel périmètre on choisit. Donc à gauche, vous avez la carte des communes justement qui sont éligibles au pacte rural dont vient de parler Anne. Donc c'est toutes les communes en jaune. Et puis à droite, vous avez le découpage qui est proposé aujourd'hui par l'INSEE, donc qui a revu sa manière de décrire les communes rurales et les communes urbaines, qui parle plus de communes rurales, mais qui parle de bourgs, de communes peu denses et de communes très peu denses. Donc c'est tout ce qui est en vert, jaune et bleu sur cette carte, pour donc décrire avec ce gradient en fait, de densité à la fois de population et de bâti, voilà, qui décrit ce gradient en fait, de communes sur le territoire francilien. Donc voilà, donc à chaque fois on a des territoires qui sont proches mais pas exactement les mêmes. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en tout cas la grande couronne francilienne présente en fait un gradient de communes, en tout cas un gradient d'urbanité et de ruralité qui va des communes vraiment denses à des communes très rurales et très peu denses. Donc on a quand même tout un panel de typologies de communes. Et puis, alors juste sur la définition de l'INSEE, il faut savoir que c'est une définition qui est de plus en plus utilisée dans les études de géographie notamment. Simplement, avec cette typologie, on ne rend pas forcément compte du rôle des polarités. On ne met pas forcément en évidence, en particulier, toutes les petites polarités locales. On voit les petites villes, les villes moyennes, mais pas forcément toutes les polarités locales. Donc d'un point de vue fonctionnel, ce n'est pas forcément les découpages les plus simples pour aborder en fait, la manière dont fonctionnent ces territoires-là. Alors le SDRIF, qui a donc été adopté au mois de juin, voilà, 10 juin, tout récemment, lui propose une autre géographie qui est un peu plus fonctionnelle du coup. Et donc effectivement, ce qu'il propose, ce nouveau SDRIF E, c'est toujours d'être sur des objectifs intenses, soutenus de construction sur l'ensemble du territoire régional, mais resserrés autour notamment des polarités, puisqu'on est sur du coup un développement qui est plus polycentrique, qui est moins dense et compact comme l'était le SDRIF actuel. Donc on va se reposer effectivement davantage sur ces polarités, on leur donne un rôle plus important, essentiel. Alors là, vous avez les polarités d'échelle régionale. Dans les territoires ruraux, on invite aussi les territoires à continuer à réfléchir à cette armature urbaine, parce que c'est aussi là qu'on va pouvoir, de façon peut-être plus efficace, développer les équipements, les services. Mais le SDRIF, c'est voilà, des objectifs de construction soutenus, mais aussi un soutien et une intention, un objectif de déploiement des principes de la gestion sobre, efficace et circulaire de ressources. C'est les deux en même temps. Et comme on disait, on est de toute manière dans un contexte de sobriété foncière avec les objectifs du zéro artificialisation nette, de sobriété matière. Donc tout ça invite à transformer les tissus existants. Et donc cette dynamique de la construction va aussi alimenter, je pense, la collecte de matériaux pour le réemploi. Mais ça, voilà, peut-être que vous le montrerez dans les propositions suivantes. Alors, juste quelques éléments de chiffrage. Alors là, sur ce périmètre du SDRIF, donc on n'est pas tout à fait sur les 5%, mais vous êtes quand même, voilà, l'espace dit rural au SDRIF, c'est effectivement 2/3 des communes, plus d'1,5 million d'habitants, plus de 700 000 logements. Et alors, si on prend le périurbain, la couronne d'agglo, là, on a encore plus de communes, voilà, encore plus d'habitants. Et voilà, deux derniers éléments pour dire qu'en Ile-de-France, avec ces objectifs soutenus de construction, on a effectivement des taux de construction annuels moyens qui sont importants, y compris dans les territoires ruraux. Il faut voir que ce n'est pas des territoires où il ne se passe rien. C'est des territoires très habités et vous voyez que là, le taux de construction, donc l'espace rural, c'est la barre rose, il est tout aussi important que la moyenne francilienne, voire devenu plus important sur les dernières années. Donc on a cette dynamique qui est effectivement présente. Et dernière particularité, c'est qu'on a un territoire francilien qui est donc couvert par 4 parcs naturels régionaux et un parc en création. Et donc je voulais juste m'arrêter, bon déjà on va parler des PNR juste après, mais c'est aussi pour dire que dans ces territoires-là, il y a aussi une préoccupation importante qui est celui de la préservation de l'architecture du bâti rural
du bâti patrimonial. Donc il va y avoir dans ces territoires-là en particulier, même si ça peut être le cas bien sûr ailleurs, le souhait, le désir, enfin la volonté d'aller récupérer les matériaux traditionnels pour pouvoir aussi les réinjecter dans la rénovation et la mise en valeur du bâti traditionnel et patrimonial. Voilà ce que je voulais dire. Et je te laisse continuer. Et donc nous souhaitions terminer avec en introduction, faire un petit panorama à notre sens des principaux, et au vu de l'approche qu'on a depuis le niveau régional, des principaux freins au réemploi dans ces territoires ruraux, et aussi on terminera par les leviers. Donc en termes de freins, clairement on va avoir une expérience de création de plateforme, mais on a quand même des freins logistiques et très forts, hein. On a peu de plateformes de réemploi. On a quand même des difficultés d'accès globalement logistique au chantier. Évidemment, les ressources humaines et les compétences techniques font clairement, et dans toutes les filières, plutôt défaut, hein. On n'a pas d'expertise dans les maîtrises d'œuvre, et assez peu, hein, ça fait quand même défaut, et y compris dans les maîtrises d'ouvrage et les petites communes, hein. Voilà. Les contraintes réglementaires qui s'imposent à tous, eh bien, on va dire que dans les communes rurales, par défaut de compétences et d'ingénierie, eh ben là, elles sont encore plus prégnantes. On a aussi, a priori, mais ça il faudrait l'estimer, hein, des freins économiques, et ça je pense que ça sera intéressant peut-être d'avancer dans ce sens-là et d'identifier aussi dans des éventuels travaux si on voulait pousser sur les territoires ruraux et les objectiver. Mais bon voilà, ça c'est des éléments qui remontent de la base, hein, des élus quand on veut pousser des filières de réemploi ou des filières bioéconomie de matériaux biosourcés. Voilà. Et enfin, les retours d'expérience, clairement, on les attend. On fait appel à vous, hein, Ecopolis notamment, pour montrer que ça peut marcher, ça peut fonctionner. Et ça marche très très bien par contre, notamment dans les territoires ruraux où on regarde bien ce que fait le voisin. Et quand ça fonctionne, on peut tenter. Voilà. Alors, on a moins de risques et on peut tenter. Donc ça, voilà, ça c'est les premiers éléments. Et en termes de levier, eh bien... Julie vient de le signaler, on a quand même quelques appuis donc institutionnels, notamment aujourd'hui on le témoigne, et des partenariats. Donc évidemment on peut s'appuyer sur des soutiens à la fois en accompagnement et en ingénierie. Julie vient de citer les parcs naturels régionaux, effectivement il y en a 4, dont 2 dont la charte, qui est vraiment le document fondateur pour l'aménagement durable du territoire et le développement, sont en cours de révision. Donc là, on a de l'ingénierie et les parcs et les intercommunalités peuvent être vraiment des soutiens pour structurer des filières avec à la fois les communes avec les communes et les acteurs privés, hein, du bâtiment. Nous avons des acteurs institutionnels comme l'ADEME aussi. Les filières locales, et bien évidemment des filières émergentes. Je vous ai dit tout à l'heure, nous on soutient des filières biosourcées. Donc là je pense que dans la structuration de micro-filières locales, les deux vont de pair, et voilà, il faut tirer parti de la ressource de ces filières sur ces territoires ruraux pour structurer cela. Alors après, les outils d'aide à la décision, là aussi on fait appel à des structures comme Ecopolis pour que voilà, on diffuse, on informe, et ça sera des vrais leviers. La sensibilisation, la formation, ça fait écho complètement à votre présentation. Ça sera très important, et c'est très important d'aller aussi toucher ces acteurs sur ces territoires ruraux. Et enfin, c'est le pendant de tout à l'heure, hein, des projets pilotes, des systèmes de reconnaissance, de labellisation, voilà, pourront aussi déployer, favoriser des initiatives. Et voilà, et la boucle, l'ensemble de ces éléments pourrait converger et faciliter le déploiement du réemploi dans les territoires ruraux franciliens qui ont quand même de belles ressources. Et en interface aussi avec ce cœur du centre, voilà, les compétences qui sont réunies ici, orientons-les un petit peu plus à la périphérie. Voilà. Merci. J'ajoute juste un petit mot, donc là on vous a mis un certain nombre de ressources, juste pour vous dire qu'à l'Institut, on prépare justement une publication, un numéro spécial, ce qu'on a des cahiers d'Institut, dédiés aux territoires ruraux français. Donc c'est une publication qu'on est en train de construire, qui va sortir d'ici une année. Vous pourrez découvrir justement tout ce potentiel et cette caractéristique des territoires. Merci. Merci à tous les deux.